Et merci de suivre le journal sur A12 Télévision. Voici les titres. Guerre en Ukraine face aux dirigeants européens. Le président Volodymyr Zelensky réclame des avions de chasse. Et séisme en Syrie, un convoi humanitaire de 6 véhicules atteint les zones rebelles. Au Mali, fusion de 3 groupes rebelles indépendantistes dans le nord. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. On en vient aux chiffres du tremblement de terre de lundi en Turquie et en Syrie. Dans la matinée de ce vendredi, le bilan provisoire avait franchi la barre de 21 000 morts. Et justement sur place en Syrie, un premier convoi humanitaire de l'ONU a pu atteindre hier jeudi la région d'Idlib tenue par les rebelles. Reportage. En Syrie, la mission humanitaire tant attendue par les victimes du séisme de lundi se rapproche. 6 camions chargés de matériel médical, de vivres et d'équipements d'urgence viennent de franchir la frontière de Bab al-Hawa pour accéder aux zones sinistrées en territoire rebelle, coupées du monde par la guerre et les sanctions internationales. L'ONU hausse le ton. Emergency response must not be politicized. We must instead focus on what is needed urgently to help men, women and children, those who we can still save, those whose lives are devastated by one of the most catastrophic earthquakes the region has seen about in a century. Les derniers bilans font état de 3000 morts sur le territoire syrien. Malgré les sauvetages réussis, comme celui de cet enfant sorti des décombres dans la ville de Jandaïris, les autorités sont dépassées. Sur place, les équipes médicales manquent de matériel et de médecins pour soigner toutes les victimes. Depuis 12 ans, le nord-ouest du pays sert de refuge à des millions de Syriens fuyant le régime et les violences. La majorité d'entre eux vit dans la pauvreté et dépend de l'aide internationale pour survivre. Guerre en Ukraine, il s'est voulu clair sur les objectifs de son déplacement de ce jeudi à Bruxelles. Invité d'honneur du sommet qui réunissait les dirigeants européens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été tout simplement concret sur ses attentes. Je n'ai tout simplement pas le droit de rentrer chez moi sans résultat. Ces résultats, ce sont les armes et notamment des avions de chasse qu'il continue de réclamer. Le sommet européen qui a débuté jeudi devait être à l'origine consacré à la politique migratoire et aux questions économiques. Mais la venue du président ukrainien à Bruxelles a capté toute l'attention politique à l'ouverture de la réunion. La photo de famille souligne le soutien indéfectible des 27 à l'égard de Kiev, mais Volodymyr Zelensky attend plus des États membres et surtout des mesures concrètes comme des armes et des sanctions supplémentaires contre la Russie. What would be your expectations from today's meeting? And I mean, is it just a high symbolism visit, or you expect to get some very concrete promises for fighter jets or other stuff by your EU counterparts? Я просто не маю права повертатись додому без результатів. Це залежить і від партнерів, і від мене особисто. Для мене дуже важливо всі проведені перемовини, щоб вони закінчувалися результатом. І навіть якщо зараз це звучить нахабно, але це не цинізм з мого боку, це прагматизм з мого боку, просто прагматика. Нам, щоб вижити, нам треба ця зброя. À travers ce déplacement, le président ukrainien veut convaincre les États membres d'adopter un nouveau train de sanctions contre Moscou qui ciblerait entre autres l'industrie nucléaire et les missiles. En réponse, les 27 promettent de limiter plus encore leurs importations venues de Russie et de sanctionner la machine propagandiste du Kremlin. In the next days, we will propose the 10th package of sanctions. First, we will impose sanctions on a number of political and military leaders. But also, dear Volodymyr, we listened very carefully to your messages when we visited you last week in Kiev. We will target Putin's propagandists because their lies are poisoning the public space in Russia and abroad. Toutefois, en matière de soutien militaire, la question relève au bout du compte des États membres. C'est cette aide que Volodymyr Zelensky cherche à obtenir à l'occasion de nombreuses rencontres bilatérales prévues à Bruxelles avec les dirigeants.
En Ukraine, toujours, l'on craint de plus en plus une offensive d'envergure de l'armée russe à l'approche du premier anniversaire de la tentative d'invasion le 24 février. Et pendant ce temps, le numéro 1 de l'AIEA, Raphaël Grossi, s'est une nouvelle fois rendu à Moscou pour poursuivre ses négociations sur la limitation des pressions autour de la centrale de Zaporizhzhia dans l'est de l'Ukraine. En Ukraine, au moins 4 personnes ont été tuées ce jeudi dans l'explosion d'une usine à Kiev. D'après les témoins, une dizaine de personnes se trouvaient dans le site au moment de l'explosion. On ignore les causes de ce drame. Dans l'est du pays, les soldats ukrainiens disent s'attendre à une nouvelle offensive russe qui coïnciderait avec le premier anniversaire du début de la guerre. Enfin, signalons cette visite à Moscou du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Italien Raphaël Grossi est venu dans la capitale russe pour évoquer la question de la sûreté nucléaire. L'inquiétude porte notamment sur la centrale ukrainienne de Zaporizhzhia, occupée par des Russes. Et les pays européens qui s'activent également à renforcer leur soutien militaire à l'Ukraine. Illustration dans ce centre d'entraînement en Espagne où les rotations de soldats ukrainiens en formation se multiplient. On regarde. Derrière ses lunettes noires, Alona répète les gestes et les manœuvres militaires. À 35 ans, cette Ukrainienne s'est engagée dans l'armée pour défendre son pays. Avec plusieurs autres concitoyens, elle est formée ici, à Tolède. C'est très intense. On doit apprendre en un mois des choses qui mettent des années à être assimilées. À certains moments, je me dis que je n'en peux plus. Mais les instructeurs sont tellement bons, ils nous montrent qu'on peut faire bien plus que l'on ne pense. Tout est dans notre tête. À l'approche de l'anniversaire de l'invasion russe, beaucoup redoutent une attaque majeure de Moscou dans les prochains jours. Mais leur motivation reste intacte. Leur développement et leur apprentissage est spectaculaire. Leur motivation permet d'importants progrès. Ce qu'ils apprennent augmentera leurs chances de survie. Ici, en Espagne, 400 Ukrainiens sont formés tous les 2 mois. Des entraînements disponibles aussi dans 24 autres pays de l'Union européenne. Les alliés occidentaux mènent par ailleurs des formations bilatérales des équipements militaires spécifiques qu'ils fournissent au pays. Bruxelles s'était engagé à former 15 000 soldats ukrainiens d'ici la fin de l'année. Un chiffre finalement revu à la hausse. On a doublé le nombre de soldats que la mission va former, jusqu'à 30 000, dans le même délai, mais 2 fois plus. Et en plus, cette mission va aussi s'occuper de l'entraînement d'un certain nombre de tripulations des chars Léopard qui vont être donnés à l'Ukraine. Les alliés de Kiev, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, se sont engagés à lui fournir 120 à 140 chars lourds. À cela s'ajoute l'aide financière européenne. Depuis février dernier, les pays membres ont donné au total 3,6 milliards d'euros à l'Ukraine dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix. Et toujours au chapitre de la guerre en Ukraine, le Comité international olympique, CIO et Kiev affichent ouvertement leur désaccord au sujet du refus de l'Ukraine de voir les athlètes russes compétir aux Jeux olympiques de Paris 2024. Si les exigences de Kiev suscitent l'ire de l'instance olympique, et plusieurs pays européens se montrent complètement solidaires de l'Ukraine. Le ton monte entre le Comité international olympique et l'Ukraine. Alors que Kiev menace de boycotter les Jeux olympiques de Paris 2024 si la participation d'athlètes russes et bélarusses sous drapeau neutre est confirmée, le président du CIO, Thomas Bach, affirme qu'une telle action serait contraire à la charte olympique. En visite dans la capitale ukrainienne, la maire de Paris, Anne Hidalgo, ville organisatrice de l'événement, a quant à elle changé d'avis pour se ranger du côté ukrainien. Tant que les Russes continueront à vous bombarder, à cibler vos populations civiles, vos infrastructures, à mener cette guerre, tant que des soldats russes occuperont votre territoire, je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives de Paris.
Mais cette position ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique française. Sollicité par son homologue Volodymyr Zelensky, le président Emmanuel Macron assure y réfléchir et se prononcera à l'été. Mais selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, seul le CIO a le pouvoir de trancher sur cette question. Plusieurs pays européens, dont les pays baltes, la Pologne et le Danemark, ont d'ores et déjà annoncé soutenir l'Ukraine, une décision que Thomas Bach juge extrêmement regrettable. Et on part au nord du Mali où 3 groupes indépendantistes ont acté de leur fusion lors d'une cérémonie ce mercredi à Kidal. Et ces mouvements en rébellion contre Bamako faisaient jusqu'alors partie de la coordination des mouvements de l'Azawad. On regarde. 3 groupes armés du nord du Mali ayant combattu l'État central par le passé ont fusionné mercredi dans une période de crispation avec Bamako. Il s'agit d'un mouvement indépendantiste, le Mouvement national pour la libération de l'Azawad et 2 autres autonomistes, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad et le mouvement arabe de l'Azawad. Les 3 mouvements jusqu'alors regroupés dans la coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes à dominante touareg, ont signé un document de fusion lors d'une cérémonie à Kidal, ville du Nord, sous leur contrôle. Les signataires invoquent la volonté des populations de l'Azawad d'unir leurs forces pour faire face à tous les défis, selon une déclaration authentifiée par les signataires. Ces derniers ont combattu l'État malien avant de signer avec lui l'accord de paix dit d'Alger en 2015. Quant aux djihadistes avec lesquels ils avaient déclenché l'insurrection 3 ans plus tôt, ils se sont propagés au centre du pays, au Niger et au Burkina Faso, voisins. Parlons terrorisme à présent. Quels sont les principaux facteurs d'alimentation du terrorisme dans le monde? Selon l'ONU, l'on observe une augmentation globale des attaques, et ceci notamment en raison de la radicalisation qui trouve désormais sa racine dans la précarité économique et les exactions des forces armées. Les décès dus au terrorisme ont diminué au cours des 5 dernières années dans le monde, a déclaré mardi le Programme des Nations Unies pour le développement. Mais les attaques ont augmenté, fait remarquer l'agence de l'ONU qui dit avoir enregistré plus de 4000 de 2017 à 2018, faisant plus de 18 000 morts. Il y a eu une réduction globale des décès, mais une augmentation globale des attaques. Les accélérations que nous observons, cela concerne principalement les groupes extrémistes violents dans le Sahel. Il est bon de noter que parmi les 10 pays les plus affectés par l'extrémisme violent dans le monde, 3 se trouvent au Sahel. La religion n'est plus la cause principale de la radicalisation. L'enquête du PNUD menée au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et au Nigeria, entre autres, met en avant le chômage. En ce qui concerne les facteurs économiques, il est bon de souligner que le niveau de confiance accordé au gouvernement était bas. Il y a aussi une déception concernant l'offre des moyens de subsistance. Compte tenu de la situation économique mondiale et de l'impact du Covid-19, chacun peut comprendre et deviner comment les facteurs économiques sont devenus des éléments d'attrait plus critiques encore pour les groupes extrémistes violents. Les violations des droits humains, souvent commises par les forces de sécurité de l'État, font aussi partie des causes du basculement. Citée par 17% des personnes interrogées, la religion constitue la 3e raison d'adhésion. Et en Afrique du Sud, la crise énergétique marquée par les délestages ininterrompus plombe gravement les activités des commerces. Les chiffres d'affaires sont en baisse, c'est ce que nous dévoile ce Télémonde d'Africa News. Le président Cyril Ramaphosa prononce jeudi son discours annuel à la nation, confronté à une pression croissante sur la crise énergétique qui frappe l'Afrique du Sud. Comme d'autres professions, les commerçants et propriétaires de petites entreprises sont affectés par les délestages continus. Certains luttent pour survivre. Nous pouvons gérer le magasin et c'est une bonne chose, mais nous ne pouvons pas gérer l'ensemble du magasin. Et cela affecte les ventes, car les clients ont tendance à acheter moins, parce qu'ils s'inquiètent pour la conservation des aliments, car sans réfrigérateur, les produits frais ne durent pas longtemps. Les pannes, qui ont duré plus de 200 jours depuis l'année dernière, ont ajouté de la détresse aux 60 millions de Sud-Africains
qui lutte déjà contre le chômage élevé et l'augmentation du coût de la vie. Les délestages nous affectent trop, parce que notre stock est en train de pourrir, nos aliments sont en train de pourrir. Il faut tout jeter tous les jours. La crise énergétique freine la croissance au moment où l'Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent, espère se remettre de la pandémie de Covid-19. Comment vais-je payer mes ouvriers? Comment vais-je payer mon loyer? Et comment vais-je payer les grossistes? C'est très difficile. C'est une période très stressante pour moi, et je suis honnête. Tellement stressante que j'ai fini par avoir une crise cardiaque. L'une des options envisagées par le gouvernement est de déclarer l'état de catastrophe, ce qui permettrait de libérer légalement des ressources afin de lutter contre cette crise. Au Malawi, depuis le 3 mars, au moins 1210 personnes ont péri dans l'épidémie de choléra qui sévit dans ce pays du sud du continent. L'OMS en appelle à des mesures d'urgence. Les détails dans cet élément. L'épidémie de choléra en cours depuis mars 2022 au Malawi a fait 1210 morts et près de 36 950 cas ont été signalés selon l'Organisation mondiale de la santé, qui demande des interventions fortes pour éviter une détérioration de la situation. Le choléra est endémique au Malawi depuis 1998, avec des flambées pendant la saison des pluies de novembre à mai. Mais l'épidémie actuelle s'est étendue à la saison sèche, selon le dernier bulletin épidémiologique de l'OMS. L'épidémie a été déclarée urgence de santé publique par le gouvernement du Malawi le 5 décembre dernier. L'OMS vient en aide aux autorités, notamment en fournissant des kits de traitement et en soutenant l'augmentation des capacités de dépistage. Près de 3 millions de personnes ont été vaccinées jusqu'à présent, mais une partie de la population malawite refuse les traitements au nom des croyances religieuses, ce qui contribue à la propagation de la maladie. Selon l'OMS, le monde fait face à une recrudescence du choléra après des années de déclin, une maladie favorisée par les effets du changement climatique. Actuellement, 23 pays connaissent des épidémies, selon l'OMS, qui évalue le risque de choléra au niveau mondial comme étant très élevé. Et terminons en sport, retour sur le quart de finale du mondial de football des clubs qui se déroule au Maroc. Fin de parcours pour le Wydad de Casablanca, battu samedi par les Saoudiens d'Al Hilal. On fait le point dans cet élément. Fin de la quête du trophée mondial pour le club marocain Wydad de Casablanca, battu 3-5 au tir au but par les Saoudiens d'Al Hilal. La rencontre s'est tenue ce samedi 4 février au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat au Maroc, devant des milliers de supporters venus de tous les pays. Les 45 premières minutes du match ont été fortement dominées par les Rouges, avec plusieurs occasions de but manquées. C'était un très beau match. La première mi-temps, Wydad a eu beaucoup d'occasions. D'ailleurs, déjà à l'entame, il y avait beaucoup de frappes, malheureusement qui n'ont pas été cadrées. Et dans la suite, Wydad a très bien joué, jusqu'à la mi-temps 0-0. Mais je crois que l'équipe locale, déjà en première période, devait marquer 2 ou 3 buts pour tuer les matchs. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons vu à la deuxième période, aussitôt, l'équipe a marqué les buts et c'était de l'ambiance. Le public l'a accompagné jusqu'au bout. Mais comme c'est un match de football, il faut gérer toutes les 90 minutes. À la seconde période de jeu, le défenseur marocain Ayoub El Hamloud inscrit le premier but du Wydad, suscitant une liesse populaire. Le milieu de terrain saoudien Mohamed Kano inscrit le premier but du Al Hilal après 90 minutes de jeu, conduisant ainsi les deux équipes à la séance des tirs au but qui a donné pour vainqueur le club saoudien Al Hilal. Wydad est parti, Al Ahly d'Égypte reste. On avait 2 représentants africains. L'un est parti, l'autre reste dans la compétition. C'est lui maintenant que l'Afrique soutient, bien sûr. À noter que le club égyptien Al Ahly a également remporté son second match contre le club américain Seattle Sounders d'1-0, faisant d'elle la seule équipe africaine encore en liste pour cette compétition. Ainsi donc se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour la grande édition de la semaine.